We promised ourselves that despite all, we'd go on an adventure. This summer, we did it in France. And like all great adventures, it stayed with us. We were amazed by its sunrises, blown away by its light, left speechless by the majestic immensity of the landscapes. This adventure made us push our limits, explore our heritage, celebrate our art of living, and dive headfirst into our culture. It inspired us at every step, every second. It captivated our senses, convinced us to conquer the unpredicted, the exceptional, the unexpected. Like all amazing adventures, it was powerful. It allowed us to reconnect with others and with ourselves, to communicate and learn about ourselves as much as our land. And as with every happiness, it's best when shared. So, we wanted to relive it with you while waiting to meet again, here in France. À bientôt. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci beaucoup de nous rejoindre pour ce Médiatour, cette tournée médiatique Suisse et Allemagne que nous organisons en 2021 pour la première fois sous un format digital. Bonjour à Karine qui est à Francfort, qui nous a rejoint également pour cet événement. Nous sommes très heureux une fois de plus de vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette tournée qui aura lieu demain et après-demain avec 2 jours complets de rendez-vous avec la presse, y compris les interventions sur le tourisme vert, l'itinérance douce. Et ce matin, on va consacrer cette période, cette séquence à la présentation de 2 marchés. On va commencer par le marché suisse, que j'aurai l'honneur et le privilège de vous présenter. Puis ensuite, on passera au marché allemand, que Karine Laubert vous présentera dans les détails. Alors, je vais, sans plus attendre, partager mon écran de façon à ce que vous puissiez voir les présentations qui vont s'enchaîner. J'y vais de suite. Voilà. J'espère que tout est OK, hein, que vous voyez bien l'écran, en plein écran, et je vais donc le faire défiler. Alors, à l'occasion de cette tournée médiatique numérique organisée avec le bureau d'Atout France Allemagne et d'Atout France en Suisse à Zurich, nous voulons faire le point sur chaque marché, puis parler bien entendu de la situation actuelle ainsi que de ses perspectives. Sur le marché suisse, en quelques chiffres, vous savez que la Suisse a une position particulière en Europe, elle est au cœur de l'Europe, et elle est composée de plusieurs parties, de plusieurs groupes linguistiques. La partie francophone très importante et qui fait 25% de la population suisse, et la partie germanophone qui fait la majorité, qui représente la majorité de la population suisse, avec 19 cantons et 70% de la population. La partie italienne, évidemment, qui nous tient particulièrement à cœur, étant à Milan, qui fait 8% de la population, et je passe quand même sur la partie qui parle le rhéto-romanche, car c'est vraiment mineur, mais il y a donc plusieurs langues qui sont parlées en Suisse. La particularité, une des particularités de la Suisse, c'est la force de son économie. Vous savez que l'économie suisse est une des plus puissantes et des plus résilientes au monde. Elle l'a encore prouvé au moment là, de cette crise pandémique, avec un recul du PIB de seulement 2%, et puis en fait une belle reprise
dès le troisième trimestre de cette année à plus de 7% de croissance. On a un taux de chômage qui est très faible, qui a toujours été très faible et qui restait encore très faible. En tout cas, la dernière donnée que nous avons indiquée là date d'octobre 2020. Et puis surtout un produit intérieur brut par habitant qui est de 60 000 $, 61 000 $, ce qui fait de la Suisse le 10e pays mondial sur ce plan-là, ce qui est colossal. Pour vous donner une comparaison, le PIB par habitant de la France est autour de 41 000 $. Donc c'est pas mal non plus, mais bon, la Suisse est bien devant. Un seuil de pauvreté qui est intéressant avec 2300 francs suisses par mois pour une personne vivant seule, et puis des ressources mais aussi des coûts qui sont beaucoup plus élevés finalement en Suisse que dans la moyenne européenne, 42% de plus, ce qui est énorme pour toutes les dépenses effectuées sur le marché suisse. Au-delà de la force de son économie, c'est un marché qui est extrêmement fort en termes de fréquentation touristique pour la France, hein. On est très discret en fait avec la performance de la Suisse, mais il faut quand même se rendre compte que c'est le 4e et 5e marché international pour la France en termes d'arrivée et de nuitée, et que c'est le 3e marché mondial en termes de recettes, donc les recettes apportées par la clientèle suisse en France, qui sont autour de 5,5 milliards d'euros. Très important aussi de savoir que la France est la première destination étrangère des Suisses l'année dernière et l'année d'avant. Et que, bien entendu, les Suisses sont des voyageurs impénitents, ils voyagent beaucoup. Et du coup, la performance de la France est encore plus appréciable parce qu'elle se classe de loin la première destination étrangère des Suisses. Il y a beaucoup de raisons à ça, et on va le voir. Cette qualité, en fait, cette fréquentation importante de la Suisse en France s'explique aussi par une relation excellente entre les autorités françaises et les autorités suisses, qu'on appelle la relation bilatérale. Alors, c'est une relation économique avant tout, ça c'est vrai. Nous sommes le 3e partenaire commercial mutuel, mais en même temps, il y a de nombreux échanges qui se font sur le plan des universités, beaucoup sur le plan culturel évidemment, et puis en particulier sur l'ensemble de ces sujets avec 3 régions et l'Île-de-France au premier rang de ces régions. En fait, avec 4 régions, l'Île-de-France évidemment, comme je viens de vous le dire, et puis les 3 régions françaises frontalières de la Suisse. Ce sont ces 4 régions-là qui réalisent la grande majorité des échanges entre la Suisse et la France. Pardon. Juste préciser également que dans la situation actuelle et dans la gestion de la pandémie, il y a eu une véritable collaboration entre les autorités suisses et françaises. Et ça, c'est très important. Ça nous a beaucoup aidé, ça a beaucoup facilité les échanges aussi entre les pays et cette fraternité qui existe entre la Suisse et la France. Nous avons aussi eu la visite en juin dernier du secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne en Suisse. Il a consacré une séquence aux échanges avec les opérateurs français, les opérateurs suisses du tourisme, et ça a été très apprécié, très couvert par les médias, et ça l'a aussi beaucoup facilité notre relation bilatérale. En résumé, rapidement, nous parlons d'un marché suisse, mais en fait, on parle de plusieurs marchés en raison de la langue, des attentes qui ne sont pas les mêmes, et de la notoriété de certaines destinations françaises qui ne sont pas les mêmes en fonction de la zone dont on parle en Suisse. C'est un marché mature, en effet, avec un gros volume et une croissance douce, mais c'est un marché avec pas mal d'opportunités, celle du tourisme d'affaires. On ne vient pas revenir trop sur ce sujet-là, mais il y a une véritable opportunité compte tenu de la puissance du tourisme d'affaires de la Suisse, et puis une opportunité liée au contexte, et notamment à la situation de la France, qui a tous les avantages, qui coche beaucoup de cases. Elle est proche culturellement, elle est très accessible géographiquement et en particulier en voiture, et le lien évidemment culturel, les échanges culturels restent majeurs. Alors, si on regarde la situation sanitaire, si vous voulez, en Suisse,
vous voyez que on a une amélioration au fil des semaines. Là, on part du 29 novembre jusqu'au 24 janvier dernier, et on voit que surtout sur la première partie de l'année, on assiste à une amélioration de la situation sanitaire. Donc moins de gens touchés et de plus en plus de gens qui sont soignés. On voit aussi que la Suisse est à peu près à peu près dans la moyenne européenne, un peu mieux. Mais enfin, on est dans une situation très similaire aux autres pays européens. Vous avez là une vue générale de la situation en Suisse romande, avec une moyenne en Suisse romande qui est de 297 personnes pour 100 000 habitants touchés. C'est un peu au-dessus en fait du taux général en Suisse, qui est de 156 en moyenne. Ce qui est intéressant de regarder, c'est effectivement les grandes différences qu'il y a entre les cantons. Et par exemple, celui du Jura et celui du Valais étant le plus touché. On a des taux entre 106 et plus de 426, et comme je le disais, une moyenne de 156 sur la Suisse en général. Beaucoup de mesures ont été prises depuis évidemment le début de la pandémie. Ces mesures ont régulièrement été actualisées, ont été modifiées, renforcées, ralenties, renforcées. Aujourd'hui, on a les mesures que vous avez à l'écran, avec des mesures donc liées à la libre circulation des personnes aux frontières, d'une part, liées à la protection des personnes avec la quarantaine, et d'autre part, et enfin la vaccination qui a énormément qui a démarré de façon très réactive en Suisse. On a à peu près 2,3% de la population qui a reçu déjà sa première dose. La Suisse est dotée d'un grand nombre de doses liées aux différents laboratoires, et donc le processus se fait et par classe d'âge, et on est déjà maintenant à une phase où les personnes plus jeunes peuvent tout à fait se faire vacciner, en tout cas pour leur première dose. Donc c'est un process qui avance très bien et qui va permettre de vacciner un maximum de couches de population rapidement. Donc ça s'avance plutôt bien. Sur la partie conjoncturelle, eh bien, il faut évidemment savoir que l'attitude du public aujourd'hui et celle des opérateurs suisses est évidemment conditionnée par la situation sanitaire et par le cadre légal. Donc ce petit chart vous permet de voir le lien qui existe entre les trois volumes, les trois ensembles que nous souhaitons évoquer. Sur le cadre légal, on en a parlé tout à l'heure sans rentrer dans le détail. Il y a quand même un couvre-feu en France qui conditionne le déplacement des visiteurs étrangers. Hein, ils en parlent beaucoup. Et puis, vous avez évidemment les mesures sanitaires qui se sont renforcées, comme vous avez pu le voir, depuis quelques temps. Le public lui-même est très soucieux de ces mesures. L'été dernier, le public respectait beaucoup les instructions données par les autorités suisses, qui insistaient sur la plus grande prudence, qui faisaient aussi une promotion sur finalement la Suisse comme leur destination la plus facile, ce qui n'a pas empêché la clientèle suisse d'être extrêmement résiliente et de faire partie des 5 marchés européens qui se sont vraiment rendus en France cet été. La Suisse en fait partie, nous en sommes très heureux, pour les raisons de court séjour évidemment, pour les raisons de proximité aussi, et puis parce que voilà, les Suisses aiment beaucoup la France et ont pris la mesure du sujet, se sont protégés et ont fait confiance à la destination France et sont véritablement venus dans un grand nombre de destinations France, notamment en montagne et surtout au bord de mer, puisque c'est le littoral, parce que le littoral reste une attractivité très forte pour la clientèle suisse. Enfin, la distribution, elle est très dépendante de l'attitude du public et du cadre légal, mais il n'empêche qu'elle est extrêmement touchée. Aujourd'hui, la distribution suisse du produit France, mais de tous les produits touristiques, est sinistrée, d'une situation très délicate. On en parlera un petit peu plus en détail juste après. Et nous avons bien entendu beaucoup maintenu le dialogue avec la distribution, mais globalement, ils sont pour le moment assez à l'arrêt. Enfin, un autre fondamental, c'est l'accessibilité au départ du marché suisse vers la France. Et là aussi, l'accessibilité a subi une véritable coupure
du trafic, qui est aujourd'hui revenu progressivement. Ce sont surtout les capacités aériennes qui ont été arrêtées en majorité et très impactées. Air France aujourd'hui est revenu à peu près 30% de ses capacités. Les trains Lyria, après s'être véritablement réduits, sont revenus à 70% de leur capacité, évidemment, hormis les périodes de confinement où là, ça n'était pas nécessaire. Donc il y a là une accessibilité qui revient progressivement. Lyria qui traitait quand même 5,5 millions de passagers chaque année, et qui était juste avant la pandémie, à un moment où ils augmentaient leur capacité et montaient en gamme dans le service proposé entre la Suisse et la France. Vous voyez, jusqu'à 25 allers-retours quotidiens au départ des deux grands bassins, donc tout ce qui est Suisse alémanique, Bâle, Berne, Zurich, et puis la Suisse francophone au départ de Genève. Nous disposons aussi, et fort heureusement, de presque 600 km de frontières communes, ce qui facilite l'utilisation de la voiture individuelle aujourd'hui, du court séjour, des week-ends, ce qui confère à la clientèle suisse un intérêt qui est permanent. Et puis enfin, en matière de compagnie aérienne, Air France, qui a, comme je le disais, pas mal réduit ses capacités, mais avec les autres compagnies aériennes, proposait quand même un très bon maillage au départ de la Suisse vers la France, et comme vous le voyez, non seulement de Paris, mais aussi d'un grand nombre de destinations, et ça c'est intéressant de l'indiquer, avec un vrai développement sur l'ouest de la France qui a démarré en 2019, sans oublier la Corse, comme vous le voyez, et le sud de la France. Sur la distribution, on a noté, si vous voulez, 4 points très intéressants. Le premier point est le suivant, c'est que la distribution a fait l'objet, ou les entreprises qui forment la distribution ont fait l'objet d'une aide de l'État, comme l'ont fait toutes les entreprises de tout secteur en Suisse. L'État a débloqué à peu près 60 milliards d'euros pour aider les entreprises, et on sait que 2,5 milliards sont allés au secteur du tourisme, ce qui n'est considéré comme pas assez par la plupart des fédérations, parce que évidemment l'ensemble est sinistré, hein. L'hôtellerie a subi des pertes majeures comme jamais dans son histoire. La clientèle suisse ne permet pas d'équilibrer l'absence des clientèles étrangères. Ça a entraîné bien entendu une mise au chômage partiel de toutes les équipes, hein, à peu près 90%, plus de 90% des établissements sont concernés par le chômage partiel. Et puis 60% ont procédé à des licenciements dans l'hôtellerie et en général. Pour les hôtels, par exemple, en Suisse, vous avez plusieurs hôtels emblématiques qui ont fermé leurs portes et de façon permanente, hein, comme à Genève, par exemple, ou à Bâle. Donc c'est vraiment un setback qui est très très dur. Mais la plupart arrivent quand même à fonctionner grâce à l'aide de l'État. Le deuxième point, c'est que l'attitude des opérateurs, quant à elle, a consisté à d'une part protéger énormément de clients, et des opérateurs leaders comme Hôtel-Plein ont directement décidé de ne pas transporter leurs passagers et ont annulé d'eux-mêmes auprès de leurs clients les voyages, estimant ne pas être en mesure d'honorer leurs promesses qualitatives dans la destination. Donc ils ont eux-mêmes pris les devants et annulé les voyages de leurs clients. Plus de 100 000 quand même voyages qui ont été annulés. 100 000, c'est beaucoup, hein, dans le monde entier. Et puis une volonté aussi d'adapter les programmes, de les améliorer pour mieux rebondir et pour être présent auprès de la clientèle. Donc véritablement protéger son client, garder la relation pour lui proposer quelque chose dès que ça sera possible, à la hauteur du niveau de l'entreprise. Ça a été le cas d'Hôtel-Plan, mais d'autres aussi. Deuxième grande direction, de limiter les pertes. Alors, vous avez toutes les compagnies aériennes qui ont procédé à des licenciements, à du chômage partiel puis du chômage tout court. Vous avez les tours opérateurs qui ont réduit la voilure. Hôtel-Plan a immédiatement, très tôt, décidé la fermeture de 18% de ses agences, avec aussi des fusions de marques. Bref, une volonté de réduire le coût et puis de segmenter encore plus le travail des opérateurs. Donc un effort, si vous voulez, qui a été majeur sur ce plan-là et très brutal en fait sur le marché.
Enfin, le voyage d'affaires qui est pour le moment à l'arrêt, mais dont on sait que le rebond sera bien réel avec des modifications de comportement. Les opérateurs ont bien compris que utiliser les médias digitaux permettent quand même d'économiser des dépenses, d'économiser des budgets de déplacement sur les voyages et sur l'hébergement. Et donc, fort à penser qu'une grande partie des réunions qui se faisaient avant différemment se feront en ligne. Et que les réunions qui se feront en présentiel seront uniquement celles qui font appel à une véritable dynamique d'équipe. Moralité, différentes nouvelles tendances qu'on a pu anticiper un petit peu. Donc, les destinations de proximité, notamment la Suisse, l'Allemagne, la France, sont les principales destinations, et l'Italie, pardon, hein, bien entendu, hein, seront les principales destinations du marché suisse. Une volonté aussi d'utiliser beaucoup plus l'offre de plein air, l'offre de montagne, les grands espaces, sans oublier le bord de mer, ça sera privilégié. Une utilisation donc ou une perception des destinations frontalières comme plus accessibles, plus proches, plus naturelles, liées évidemment à cette facilité de se rendre individuellement en utilisant sa propre voiture, mais aussi en louant donc des véhicules pour se rendre dans ces pays. Une utilisation toujours majeure de l'hôtellerie, même si évidemment la location des maisons, des appartements est plus privilégiée qu'avant, puisque voilà, on est pour soi, on ne partage aucun espace avec des inconnus. Et puis enfin, sur le comportement et l'organisation, eh bien, une prise de décision beaucoup plus tardive qu'à l'habitude, même en Suisse, et donc des réservations de dernière minute, et puis une attention particulière portée aux conditions d'annulation, beaucoup plus de recherche d'informations sur ce sujet, beaucoup plus de demandes, donc plus de précision demandée à nous tous, et puis un respect bien entendu des règles de sécurité, des règles officielles qui évoluent, qui changent, et donc avec des stop and go et une difficulté pour nous tous hein, de gérer ces flux qui peuvent être stoppés, accélérés brutalement, en fonction évidemment de la situation sanitaire qui dicte hein, les recommandations officielles que nous suivons tous évidemment. Des perspectives intéressantes, positives, proposées par Euromonitor, cet institut de sondage que nous suivons un peu partout dans la zone, avec ces chiffres qui sont évidemment des projections, intéressantes quand même parce qu'elles sont très positives et elles sont intéressantes à plusieurs titres. D'abord, dès 2020 jusqu'en 2025, vous voyez qu'il y a une recovery, enfin une reprise du marché qui est quand même très nette pour la France. Et vous voyez que la France reste de loin la première destination des Suisses. Et ça, c'est une première constatation. La deuxième, c'est qu'elle reprend plus vite à partir de 2021 que les autres et qu'elle continue à croître sur un rythme un peu plus soutenu que nos autres concurrents directs, donc, comme je l'indiquais, l'Allemagne et l'Italie. C'est donc très intéressant. C'est vrai que ce sont des perspectives qui peuvent encore évidemment évoluer en fonction de la situation, mais on voulait les partager avec vous parce que voilà, c'était un bon signe. Et on revient évidemment en termes de chiffres aux données de 2019 et on les dépasse même après 2022 puisqu'en 2025 on arriverait à 7,5 millions de visiteurs suisses. On en est aujourd'hui à 6,8. Enfin, on en était à 2019 à 6,8. On l'estimait à 7 millions. Et on dépasserait donc en 2025 ce chiffre-là pour arriver à 7,5 millions de visiteurs suisses en France. C'est donc très important. Voilà, pour conclure un peu la vision globale sur le marché suisse, une clientèle donc qui provient d'un marché mature mais avec beaucoup de développement, ne l'oublions pas, avec une véritable envie de voyager. C'est toujours très important. Et la France fait partie des solutions, c'est ce que j'aime dire aux opérateurs, parce que on est proche, parce qu'on est capable d'accueillir beaucoup de clientèle aux profils différents, et qu'on propose des courts séjours et des longs séjours, et ça toute l'année. On dispose aussi en termes d'attractivité d'une force inouïe, au-delà de la proximité, un littoral évidemment qui est très riche, et puis évidemment on propose ce point qui est très important et qui fait l'objet pour nous d'une campagne, qui est le dépaysement. On propose un dépaysement réel grâce à la diversité de notre offre et de votre offre, avec tous les attraits du dépaysement sans les inconvénients d'un long voyage, d'une difficulté, toujours dans toute une sécurité, avec toute une sécurité sanitaire qui est très respectée en France et qui est appréciée des Suisses.
Alors, sur ce plan-là, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un marché suisse, mais des marchés suisses en réalité. Il faut savoir que la Suisse romande et la Suisse alémanique ne se comportent pas exactement de la même façon. Alors, on a produit un document totalement dédié à cela, parce que ça oblige en fait à un marketing plus fin et une action de notre part à tous beaucoup plus adaptée au profil et aux attentes de ces deux zones différentes. Alors, on va pas revenir sur le détail complet de ce document qui est disponible sur les pages suisses sur le site datoufrance.fr. Donc, je vous recommande de vous connecter et de le regarder. Mais on a une relation, une perception de la France qui est vraiment très différente. Rapidement, la Suisse romande est évidemment très tournée vers le marché français. Ils suivent plus les supports français finalement que les supports de presse suisse. Et la presse suisse couvre énormément toute l'actualité française de façon majeure. Ils sont aussi beaucoup plus critiques envers la France et les Français que peuvent être les autres Suisses. Parce que voilà, ils s'estiment parfois un peu en concurrence et puis ils cherchent un peu à se singulariser. Mais il y a une vraie proximité culturelle et géographique totalement naturelle avec cette partie-là, qui reste aussi en termes de fréquentation une partie très importante. Vous l'avez vu avec les connexions, par exemple aériennes ou trains, qui partent de cette zone-là. Les Suisses allemands sont plus ouverts sont plus ouverts au voyage à l'étranger, quelle que soit la destination. Ils connaissent très très bien Paris et la Corse aussi. Le reste de la France, un petit peu le sud, mais le reste de la France est un peu moins connu, et ce qui ouvre encore une fois des perspectives de développement. Au niveau des préférences de voyage, il n'y a pas vraiment de grande différence. Tout le monde aime beaucoup la nature et les activités en extérieur. Évidemment, la période clé, c'est celle d'avril jusqu'en octobre, avec un mois très fort qui est le mois de juillet. C'est vraiment le mois de juillet est plus fort que le mois d'août pour la Suisse. Et puis, bien entendu, vous savez qu'ils utilisent la voiture et l'avion en priorité, le train, cela dit, pour aller à Paris. Ce qui est intéressant, c'est la réaction qui a été très différente entre la Suisse allemande et alémanique et la Suisse romande. Les Suisses romands, par exemple, étant favorables à des restrictions beaucoup plus drastiques et à des mesures beaucoup plus coercitives sur le plan de liberté individuelle, à estimer que les cantons n'avaient pas été assez fermes et qu'il fallait renforcer cela. Les Suisses allemands, c'est l'inverse, étant beaucoup plus sensibles et à la liberté individuelle. Ils ont mal vécu tout ce qui était trop coercitif et estimaient qu'en tant qu'individus, ils étaient capables collectivement d'être très responsables. Ils ont une grande confiance dans les mesures prises par le Conseil fédéral, ce qui explique pourquoi, en fait, en Suisse alémanique, les mesures ont été apparemment plus light que ce qui a pu être mis en place dans les cantons de la Suisse romande. Ça traduit un petit peu, on a appelé ça le coronagramme, mais ça traduit un petit peu les différences véritablement culturelles et de comportement qui sont celles qui existent en Suisse, comme on a pu le voir tout à l'heure dans le slide en introduction. Alors, comme demain et après-demain, nous parlons en particulier exclusivement à la presse et à la presse suisse, juste un point sur la presse. Vous savez que sur les presque 6 millions d'habitants, vous avez 3,8 millions de ménages, et que presque 4 millions de ménages lisent beaucoup la presse et sont très en ligne et s'informent beaucoup. Ce qui explique pourquoi vous avez plus de 102 supports de presse quotidienne en Suisse, que vous avez plus de 18 radios, 10 chaînes de télévision et aussi 106 magazines hebdomadaires, ce qui fait en fait finalement un paysage médiatique assez vaste et assez varié. Il faut savoir aussi que la presse de langue française n'est pas la traduction de la presse allemande ou inversement. C'est pas d'ailleurs les mêmes supports, c'est vraiment des supports différents, des contenus différents qui sont écrits par des journalistes différents, ce qui explique pourquoi on organise la tournée médiatique de cette façon. Et sur tous les supports de presse quotidienne, vous avez quand même une majorité de presse de langue allemande, d'où notre volonté de développer encore plus nos relations avec les médias de langue allemande. Vous avez une attention donc importante portée à la prise d'information. La télé reste quand même 2h30 par jour, c'est beaucoup. 1h30 sur Internet, presque une demi-heure de lecture par jour les journaux, ça aussi c'est très important.
Les 16-25 ans qui passent en moyenne 4 heures par jour sur leur smartphone, effectivement, et les 40-55 ans qui passent un peu moins, mais quand même 2 heures et demie sur leur smartphone, ce qui explique pourquoi les développements digitaux auxquels nous procédons depuis maintenant 2 ans se renforcent. Comme je le disais, une presse essentiellement allemande, et les journaux quotidiens sont vraiment très importants pour la prise d'information. C'est aussi des quotidiens pas vraiment nationaux, c'est surtout la presse locale qui est très importante, d'où les tournées médiatiques qui se font dans certaines villes, et aujourd'hui, cette tournée digitale qui permet de toucher beaucoup plus de zones régionales suisses et allemandes en ligne. Ça, c'est un des avantages de la version digitale. Il faut savoir aussi que tous ces supports, en fait, sont quand même concentrés dans 2 groupes médiatiques suisses qui dominent véritablement l'ensemble des médias. Et ce qui permet quand même des synergies au moins de contenu et de chercher en fait des synergies ou des ponts pour nos opérations de promotion. Ce sont des groupes qui sont 2 groupes donc différents. Les supports qui composent ce groupe sont vraiment distincts. Il n'y a pas forcément en fait d'avantages tarifaires naturels à obtenir entre les différents supports des groupes, mais nous cherchons à parler de plus en plus aux médias et au niveau des groupes pour essayer de créer ces ponts et d'obtenir donc des synergies de temps et aussi tarifaires pour nos différentes communications. Vous voyez que chaque groupe dispose de supports en langue française et en langue allemande, hein. Donc les deux couvrent bien l'ensemble du territoire et les 2 langues. Alors la presse a été touchée aussi, hein, évidemment, avec une grande partie des rédactions qui a dû réduire les pages consacrées au tourisme et qui a en général fait appel au chômage partiel pour ses équipes. Pourtant, pas d'effondrement non plus, pas de support important qui a disparu, qui a fait les frais pour le moment de la pandémie. Donc la presse se portait plutôt bien. Une modification évidemment des contenus, moins de tourisme, plus d'articles sur la Suisse et des destinations de proximité. Mais on est bien conscient que nos avantages sont forts et qu'on va tout à fait arriver à remonter en fait la part de la destination France et de vos destinations, de vos produits dans la couverture média. Sur la façon de faire tout ça, on a renforcé les newsletters, on a renforcé évidemment la communication à travers les communiqués. C'est parce qu'au niveau des accueils, c'est un petit peu plus difficile, évidemment. Et on compte en faire en 2021. Simplement, on utilisera probablement beaucoup plus les véhicules personnels, en attendant de pouvoir réutiliser plus le train, ce qui est donc en bonne voie. Et puis les transports aériens, notamment avec Air France, qui est un de nos partenaires principaux en Suisse. Alors sur le sujet, bien sûr, 3 sujets toujours clés qui ne se démentent pas. La facilité d'accès de la destination France, la vôtre. Donc ça, c'est très important. De communiquer sur le dynamisme de notre destination, de ce qui se passe dans les régions, dans vos villes. Ça, c'est très important à travers évidemment les dossiers, mais aussi toute la communication régulière qu'on fait avec les journalistes. Notamment, la newsletter prend tout son sens. Et puis enfin, toujours parler de l'accueil et du service. Vous avez vu que la clientèle suisse est une clientèle de contribution haut de gamme, qu'en échange de cela, elle attend un service d'un bon niveau. Et donc voilà, elle regarde le rapport qualité-prix et elle s'attend à ce qu'on honore la promesse qu'on lui fait en communiquant avec elle. Enfin, je termine sur les actions. Sur les actions, eh bien quelques actions clés. Alors, évidemment, la tournée médiatique que nous faisons là avec le bureau d'Atout France Allemagne, et c'est un grand plaisir de collaborer avec notre équipe et nos collègues. On a une deuxième tournée qui aura lieu en septembre, qui est fixée les 20 et 22 septembre, qui là se fera de façon autonome en Suisse pour plutôt l'automne et plutôt la saison d'hiver. Et entre les deux, il y aura quand même un webinaire au mois de mai pour se lancer, pour bien être présent au moment, on espère, du redépart de l'ensemble des flux, on espère. Et donc, on a prévu quand même au mois de mai de pouvoir être présent et d'appuyer le lancement de la saison été auprès de la clientèle médiatique suisse. Le workshop France, qui évidemment
aura lieu en 2021. En revanche, les dates ont été avancées, et comme je le disais en début juin, ça sera la première semaine de juin, le 2 ou 3 et 4 juin, je ne sais plus exactement, et ça sera un workshop France en Suisse, digital évidemment. Enfin, du tourisme d'affaires, Zurich devient la troisième étape du roadshow qui a été mise en place grâce à la mutualisation, et ça c'est pour votre bénéfice, moins de temps passé, des coûts réduits aussi, grâce à la collaboration approfondie et renforcée entre les équipes d'Atout France en Suisse, en Allemagne et en Autriche, Europe centrale. Action clé grand public, comme je le disais tout à l'heure, une campagne totalement dédiée au paysage des paysans français, qui aura lieu normalement en avril, probablement fin avril de cette année. Un autre secteur qui est évidemment le fil vert de ce Médiatour, hein, comme vous le savez, tout ce qui est patrimoine naturel préservé, itinérance douce, tourisme durable. Chez nous, on a prévu une campagne pour septembre à ce sujet. Une communication générique sur les outils d'Atout France qui reste très forte à travers l'écosystème d'Atout France ou de France.fr plus exactement, donc le site, nos réseaux sociaux, notamment le Facebook, et puis les newsletters et tout ça en 2 langues qui sont envoyés régulièrement. Enfin, la campagne pan-européenne qui est en préparation, notre initiative mise en place avec l'ensemble des régions françaises, qui consiste évidemment à être prêt le moment venu pour relancer de façon coordonnée la destination et les destinations françaises sur tous les marchés émetteurs européens en 2021. Alors ça, c'est en préparation. Je vous en dis pas plus parce que pour l'instant, c'est pas encore prêt, et nous verrons quand déclencher cette campagne, quand elle sera prête, en fonction du contexte et de la maturité des marchés concernés. En tout cas, vous retrouverez l'ensemble de nos opérations à travers du PAC, hein, le plan d'action commerciale 2021 qui est prêt, qui évolue à chaque fois, donc je vous conseille de le regarder sur le site atoutfrance.fr. Vous avez une possibilité de le downloader maintenant en PDF, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Maintenant, vous pouvez. Et puis, vous pouvez aussi regarder fiche par fiche pour voir les évolutions de ce pack. Voilà, dernière chose, c'est que pour terminer votre pleine information sur les évolutions du marché, nous avons énormément renforcé les actions et le temps qu'on consacre à la veille. Et alors là aussi sur atoutfrance.fr, beaucoup de choses que vous pouvez trouver de façon générale et en particulier pour le marché suisse et je peux le dire pour le marché allemand. Donc des notes de situation actualisées régulièrement, la carte interactive du Covid qui est mise à jour quasiment instantanément en fonction de la situation, un suivi sur la distribution qui est effectuée, notamment une note qu'on va mettre en ligne très prochainement sur le point de la distribution suisse, et notamment pour le produit français. Et puis une veille média qui est effectuée de façon différente par les bureaux et notamment par celui de la Suisse et celui de l'Allemagne, que vous retrouvez là aussi sur les pages suisses et sur les pages allemandes du site atoutfrance.fr. Enfin, rapidement, notre équipe, qui, je rentre pas plus dans le détail, vous savez qu'on est un peu à Milan en ce qui me concerne, un petit peu en Autriche en ce qui concerne Jessica qui s'occupe du marketing et Anne qui suit toute la comptabilité du bureau, et puis bien entendu à Zurich sur place, au bureau et un peu à domicile comme nous tous, pour Eva, Olivia, Emmanuel et Sabine qui sont sur place. Donc on a une équipe qui travaille en réseau, qui mutualise l'intelligence et les outils pour une meilleure efficacité sur le marché suisse pour vous, pour votre service et puis aussi pour l'ensemble des services français avec lesquels on travaille très très bien. Et je terminais justement par ce point. L'ambassadeur appuie beaucoup nos opérations. Il est très conscient du tourisme et on a avec l'ambassadeur de France en Suisse qui s'appelle Frédéric Journès un atout supplémentaire dans notre promotion. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère ne pas avoir été long. Je réponds bien entendu à toutes les questions sur le chat et puis par la suite, sans problème, lors de ces 2 jours ou évidemment par la suite, vous avez nos coordonnées comme je le sais bien. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je passe la parole à Karine Lebert qui va enchaîner pour vous présenter le marché allemand. Merci beaucoup, à tout de suite. Et bienvenue pour cette présentation du marché allemand consacrée aux participants de la tournée médiatique numérique des 2 et 3 février. Je vais vous présenter tout d'abord un petit peu le panorama économique et sanitaire, à savoir où se situe l'Allemagne aujourd'hui. Il faut savoir que l'Allemagne a vécu la première vague, celle du printemps 2020, un petit peu en tant que spectatrice. Elle n'avait pas du tout, très peu été impactée. Le bilan, lui, a commencé à se dégrader
durant la deuxième vague, donc à l'automne, et puis plus particulièrement au début de l'hiver. Donc, en 31 janvier, à l'heure actuelle, à peu près 1,8 million de personnes ont été vaccinées en Allemagne, ce qui correspond, bon an mal an, à 0,56% de la population totale. Angela Merkel est intervenue à ce sujet pour assurer que toute la population serait vaccinée à la fin de l'été. Elle a rappelé à cet effet d'ailleurs que la fin de l'été, c'était le 22 septembre. Ce qui n'est pas vraiment un hasard. Il faut savoir également que l'Allemagne est un pays qui va rentrer en période électorale et les élections se tiennent le 26, donc 4 jours après la fin de l'été. La vaccination n'est pas obligatoire, néanmoins, elle est fortement conseillée, bien entendu, et l'établissement d'un passeport vaccinal, pour l'instant, a été écarté. Le Robert Koch Institute, qui est un petit peu la référence sur ce marché allemand et qui décide notamment du classement en zone à risque ou pas des régions et des destinations de vacances, a depuis peu revu un petit peu sa manière de fonctionner. Désormais, vous avez les zones à risque et les zones à haut risque. Pour l'instant, la France est en zone à risque. Les zones à haut risque sont celles essentiellement où les variants circulent le plus rapidement, notamment le Portugal ou le Royaume-Uni. Et encore une fois, toute la France métropolitaine est concernée, mais pour l'instant encore en zone à risque. C'est également le cas de la concurrence, très, très honnêtement, l'Autriche, la Croatie, les Pays-Bas, la Turquie, mais aussi l'Espagne sont également considérés comme des zones à risque. Il signifie concrètement qu'il est possible de se rendre, bien entendu, dans ces pays, mais avec un test PCR négatif, bien entendu, de moins de 48 heures, qu'une mise en quarantaine au retour de 10 jours ou de 5 jours plus test à venir est nécessaire. Et il faut se signaler aux autorités locales lorsque l'on revient de ces pays, de ces zones à risque. Économiquement, bien entendu, la pandémie laisse également des traces. La baisse du PIB allemand est bien entendu contenue par rapport à certains autres marchés, puisqu'elle se situe pour 2020 à moins 5,1%, et on mise sur une progression de ce même PIB d'environ 5% également pour 2021. Une grande majorité des Allemands, 67% d'entre eux, s'inquiètent de plus en plus de la situation économique, même si l'Allemagne avait des reins financiers, je dirais, relativement conséquents avant le début de la pandémie, et même si les ménages ont quand même beaucoup mis de côté pendant cette pandémie. Le taux de chômage s'établit à près de 6%, c'est-à-dire un point de plus qu'en décembre 2019. 6%, c'est un taux qui ferait rêver beaucoup d'autres pays. Il a néanmoins été contenu, il ne faut pas se leurrer, par les mesures mises en place et notamment les mesures de chômage partiel qui permettent, bien entendu, de contenir ce taux de chômage. Le tourisme, lui, a été durement touché. La branche fait partie, bien entendu, des branches les plus impactées. La Fédération des autocaristes, le RDA, a annoncé en septembre-octobre 2020 la disparition prévue d'un tiers des petits autocaristes d'ici la fin de mars 2021. Des crédits ont certes été accordés dans le secteur du tourisme, bien entendu, Orthui et Lufthansa qui ont bénéficié d'aides encore plus importantes. 9 milliards d'euros ont été mis à disposition pour les contractants, qui sont pour la plupart d'entre eux des tours opérateurs, des croisiéristes, mais aussi et surtout des hôteliers. Et les principaux TO, TUI, Airtour, FPI, pour ne citer que ces trois-là, utilisent un petit peu l'opportunité de la pandémie pour se restructurer en interne, pour réduire les effectifs et pour mettre en avant certaines niches et certains positionnements qu'ils n'avaient pas forcément mis en avant de cette manière-là avant la pandémie. Alors, où en était-on en 2019? L'année 2019, en fait, pour l'Allemagne, c'était un petit peu l'année de tous les records. 88 millions de courts séjours, 12,3 millions de touristes allemands en France, 71 millions de séjours de plus de 5 jours, donc des dépenses touristiques qui s'établissaient à 96 milliards.
La France s'en tirait plutôt bien puisqu'elle était la 3e destination dans le classement des destinations préférées pour les courts séjours. Et le taux de départ en vacances de ce marché était établi à 78%. Donc vraiment une année très, très bonne. 2020, bien entendu, nettement moins bien, mais selon les chiffres Euromonitor que nous avons reçus, des raisons d'être optimistes. D'abord parce que l'année 2020 n'a pas été si mauvaise que ça. Les Allemands sont tout de même venus en France et sur une période de 4 mois, puisque c'est à peu près la période où il était possible de voyager, l'équivalent de 41% des voyages des Allemands ont tout de même été effectués, donc 41% par rapport à ce qu'ils avaient fait en 2019, ce qui est plutôt bien, encore une fois, sur 4 mois d'activité. Et si la France a été certes impactée par la crise, elle a tout de même été davantage plébiscitée et moins impactée que d'autres destinations, qui sont nos destinations concurrentes sur ce marché, à commencer par l'Espagne et par l'Italie. Tant et si bien qu'à partir de 2021, et toujours selon Euromonitor, une tendance à la hausse s'amorce. Il semblerait que dès 2023, nous récupérions un petit peu des chiffres qui étaient les nôtres en 2019, mais surtout que nous confortions une position de 3e destination privilégiée par les Allemands, et ce, quel que soit le type de séjour. Jusqu'à maintenant, nous étions 3e sur les courts séjours, 6e en tant que destination favorite. Nous serions désormais 3e et gagnerions donc 3 places au classement des régions, des destinations préférées des Allemands. Comment venaient-ils, comment viendront-ils Les Allemands venaient de toute manière en France et privilégiaient à 75% la voiture personnelle pour leur séjour loisir. Il est fort à parier que la pandémie terminée, cette tendance non seulement demeurera, mais ira croissant. Le train, qui jusqu'à maintenant et en 2019 représentait 2,6 millions de voyageurs, devrait prendre encore quelque part de marché. Et le caravaning est très important et restera bien entendu très important, puisqu'il faut savoir que près de 2 millions d'Allemands possèdent un camping-car ou une caravane, et que, comme vous pouvez le voir, les enregistrements, les immatriculations ont été très plébiscités sur la fin de 2020. Alors, les tendances du marché, bien entendu, comme je dirais pratiquement partout ailleurs, hein, la nature et les vacances actives. Les Allemands n'ont pas attendu la pandémie pour faire du vélo, de la randonnée et du canoë-kayak, mais bien entendu, cette tendance a été accélérée et s'accélérera encore sur les années futures. Les hébergements en camping-car, en camping vont également prendre de l'ampleur, et la durabilité, la simplicité et l'authenticité, qui étaient des valeurs sûres sur ce marché, vont bien entendu perdurer. La gastronomie, qui est un petit peu notre USP sur ce marché, avec des produits locaux, là aussi sera une des thématiques à mettre le plus en avant dans un futur proche. En ce qui concerne les médias, là aussi, bien entendu, les cartes ont été rebattues. Les hebdomadaires ont des difficultés pour certains, pas pour d'autres. On a un petit peu des gagnants et des perdants face à cette pandémie. Parmi les gagnants, Deepsite, dont le nombre d'abonnés a été accru de 15,4%, et même la version papier tire son épingle du jeu avec une croissance de 4,2%. Et le FAZ7 Amazon Tag, lui, par contre, établit une baisse de lectorat de presque 7%. Parmi les quotidiens, là aussi, des gagnants, des perdants. Parmi les perdants, Die Welt, qui voit son lectorat baisser de près de 40%, qui s'explique également par l'arrêt du Weltkompact, et en particulier par l'arrêt du Weltkompact. En revanche, le Handelsblatt, lui, connaît une croissance de 2,4%. Et parmi les magazines, une faillite de taille en ce qui concerne le tourisme, puisqu'il s'agit de celle de Aventurierungsreisen, le magazine ayant déposé le bilan. En revanche, bien entendu, de nouveaux canaux se créent, et notamment celui des podcasts.
puisque la pandémie a vu ce format, bien entendu, exploser littéralement, avec un nombre d'émissions qui s'établit à 1,750 millions et 43 millions d'épisodes uniquement sur janvier 2021. Et autre format qui a vu le jour et qui est en pleine expansion, il s'agit de TikTok, avec 10,7 millions d'usagers en Allemagne, alors que la population de l'Allemagne, comme on le sait, est plutôt âgée. La plateforme a doublé sa communauté en un an, essentiellement bien entendu sur les 16 et 24 ans, 2 tiers d'entre eux, sur les femmes, et le temps passé par jour désormais en moyenne est de 50 minutes sur cette plateforme. Les services d'Atout France, eux aussi, bien entendu, ont été revus, je dirais, et se sont restructurés au fil de l'eau en collant à la pandémie. Donc, bien entendu, les formats digitaux ont été privilégiés. Une veille en continu et immédiate a été mise en place. Frédéric citait, bien entendu, la carte interactive sur laquelle vous retrouvez l'actualité en termes de déplacement et de possibilité de voyager. Mais nous mettons en place également sur les médias sociaux et sur les médias digitaux une veille qui nous permet de savoir où en est la France par rapport à ses concurrents et notamment de suivre l'évolution de notre image sur les différents marchés. En ce qui concerne l'écosystème France.fr, Facebook, bien entendu, Instagram sont privilégiés pour garder le lien avec le marché allemand. À l'heure actuelle, sur le marché allemand, nous comptons 57 000 abonnés sur Facebook et 45% de nos fans ont entre 35 et 50 ans, donc exactement la clientèle dont on peut penser qu'elle repartira parmi les premières. Notre site internet compte 3,9 millions de pages vues en 2020, alors que l'année 2020 n'était pas la plus propice à voyager. Et notre newsletter, avec 8000 abonnés, a un taux record d'ouverture de 41%. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter également sur ces formats-là pour communiquer auprès du grand public allemand. Enfin, des projets d'envergure sont, je dirais, dans les starting blocks, à commencer par une campagne pan-européenne, Frédéric l'a évoqué, qui concerne plusieurs marchés et qui devrait nous permettre de relancer notre destination sur ces marchés européens qui seront certainement les premiers à redémarrer. Une étude de programmation qui a été menée en 2020, qui va bien entendu être reconduite en 2021 et s'inscrire dans la durée, pour faire un petit peu l'état des professionnels sur ce marché allemand. L'ITB, qui lui aussi fonctionnera cette année en digital. Et enfin, notre workshop France B2B, qui aura lieu les 22 et 23 avril sur les cibles loisirs et maïs. Toutes les informations sont bien entendu sur www.atoufrance.fr. Et pour finir, sur les contacts de ce pays, donc vous avez devant les yeux tous les contacts équipe par équipe et projet par projet de notre staff sur Francfort. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne tournée médiatique.